Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici donc les titres de votre journal. Nous commencerons cette édition en nous rendant au Maroc pour découvrir le nouveau programme de la Fondation Princesse Charlène. Nous continuerons avec une exposition présentée au siège de l'UNESCO à Paris. Une autre belle exposition, cette fois-ci au musée océanographique qui présentait Requin, l'expo Sensation vendredi dernier. Et nous terminerons, comme chaque jour de cette semaine, avec votre rendez-vous sport en fin de journal consacré au Monte Carlo Rolex Master, avec un point sur l'état de forme des 3 meilleurs joueurs mondiaux. Direction le Maroc pour débuter ce journal, la princesse Charlène vient de lancer à Agadir le programme Learn to Swim sous l'égide de sa fondation. Un reportage de Patricia Navarro. Chaque année, des dizaines de noyades d'enfants surviennent au Maroc où la natation ne fait pas partie des enseignements académiques. C'est pour cette raison que la princesse Charlène a choisi de lancer sur les rivages d'Agadir le programme de sa fondation baptisé Learn to Swim. So we came here a couple of months ago and because we heard that Agadir had amazing surf and I'd never been to Morocco before. And so my brother and I were quite avid surf fans and we decided to go to the beach to do some surfing. Then we were at the beach and we heard that 3 children had drowned that day on the beach. And we had family friends of ours that had lost children to drowning a couple of months before that incident. And I thought it would be important that we implement a program here to help children, to help people obviously be aware of the water safety measures around coastal regions in communities and also helping the people here understand that we are very vulnerable to conditions that we are not aware of. Le programme Learn to Swim va permettre, en association avec les autorités locales, de dispenser un apprentissage de la natation sur plusieurs années dans de nombreuses écoles des alentours d'Agadir. Nous allons prendre des enfants dans des petits villages qui n'ont pas beaucoup de moyens. Nous allons les emmener ici à la piscine nager pour savoir s'ils ont le niveau. Et ensuite, avec nos maîtres nageurs qui sont payés par la Fondation, bien sûr, avec des généreux donateurs marocains, dont je fais partie, pour leur apprendre à nager en mer. Et nous sommes aussi très fiers que ce soit le Maroc qui ait été choisi pour le premier programme Learn to Swim. Pour marquer le lancement officiel du projet Learn to Swim, la princesse Charlène est allée à la rencontre des petits élèves et enseignants de la localité de Tamrat, au nord d'Agadir. 10 garçons et 10 filles âgés de 6 à 12 ans ont ensuite eu la chance de rejoindre en bus une grande piscine où la princesse en personne n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour leur premier cours de natation. Au nom de tous les parents et les mamans, je veux juste dire un grand merci à la princesse Charlène et ça nous représente un atout global, un atout pour nous, au nom des parents, pour les petits élèves, pour les petits enfants qui, en apprenant à nager, peuvent sauver leur vie et peuvent sauver les vies d'autres enfants. J'ai nagé bien et je suis content. Dans le bassin, moi je nage parce que c'est la princesse Charline, elle aide nous pour nager. Et qu'est-ce que tu as appris? Tu es contente d'apprendre à nager? Je suis très contente et ça très magnifique. Pour ce lancement officiel, aux côtés de la princesse, 2 parrains et marraines de cœur, 2 grands champions, la nageuse allemande Franziska van Almsick, médaillée aux Jeux Olympiques de Barcelone, Atlanta, Athènes, et Jamie Mitchell, surfeur australien, 10 fois champion du monde de paddleboard. I believe in the same way she is believing in. It's her swimming was her passion, is her passion. And it was my passion and it is still my passion, and I love that the Princess Charlene Foundation is we're not just talking about how to learn swim, it's more than that. We try to saving lives and help children or people saving maybe other lives.
I'm very, very honoured to be part of the foundation, and yeah, the Learn to Swim, teaching the kids how to swim is very close to me. I learnt to swim when I was very young. I've been involved in the ocean my whole life, and been a lifeguard. So for me, to be able to be a part and to try and save lives and educate the kids and make them comfortable in the water, I think is it's a very great initiative, and I'm very honoured to be a part of it. Les enfants ayant suivi les cours du programme pourront à l'avenir profiter des joies de l'océan sans risquer leur vie. Learn to Swim est l'un des premiers projets phares de la Fondation Princesse Charlène à se concrétiser, mais beaucoup d'autres sont à l'étude. Cette fondation, c'est avant tout l'engagement très fort et personnel d'une femme passionnée, la princesse Charlène de Monaco. Apprendre à nager à des enfants pour éviter qu'ils se noient, ou alors leur donner les valeurs du sport, ou tout simplement faire des athlètes des champions de demain, c'est l'engagement de cette fondation, que ces enfants-là deviennent des adultes responsables et qu'ils redonnent. Alors oui, ce sont peut-être des paroles, mais c'est surtout de sa part un engagement fort sur le terrain. Et nous avons trouvé certains enfants qui sont des athlètes en herbe et qu'il faut aider pour devenir les champions de demain. Nous avons aussi des ambassadeurs qui vont nous rejoindre et essayer de soutenir nos valeurs et de les représenter, bien sûr, dans leur capacité de grands champions internationaux. Et alors que ces enfants suivront régulièrement leurs cours de natation dans quelques mois, cette maison sera entièrement réhabilitée. Surplombant l'une des plus belles plages du littoral marocain, elle accueillera un centre nautique lui aussi entièrement dédié au programme Learn to Swim. Thank you. And keep swimming, hey? We see you next time. Bye bye. Et en bref, dans le reste de l'actualité, nous vous en avions déjà parlé vendredi. Un communiqué officiel du Palais Princier nous a appris que son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a décidé du groupement lauréat qui sera en charge de la réalisation du nouvel hôpital. Le prince a choisi le groupe AECOM Limited, Natacha Morin-Innocenti, architecte international AIA, AIA Engineering et Tractebel Engineering SA. Le souverain a tenu à complimenter le groupement lauréat qui a su proposer un projet au plus près des exigences d'excellence de la principauté. Et au lendemain du choix du souverain, le ministre d'État et ses conseillers se sont également félicités d'une solution au budget réduit d'un tiers par rapport au précédent projet. Le lancement des études de conception est programmé pour l'été 2013. Rappelons qu'en juin 2012, 3 groupements avaient été sélectionnés. La décision princière d'aujourd'hui marque donc une nouvelle étape décisive dans la réalisation du nouvel hôpital. Depuis plusieurs années, les projets de coopération sont menés par la Principauté en Mongolie. Jusqu'au 17 avril prochain, la délégation permanente de Monaco à l'UNESCO présente une exposition dédiée aux fouilles archéologiques dans la région de l'Arkhankai. Le récit de Patricia Navarro. C'est un véritable voyage au cœur des steppes que propose la délégation permanente de Monaco auprès de l'UNESCO. Dans la grande salle Miro de la maison de l'UNESCO à Paris sont présentés de grands panneaux informatifs, mais surtout de nombreuses reproductions des trésors découverts par les équipes d'archéologues de Monaco dans la région de Tsatsinéreg depuis le milieu des années 2000. C'est vrai que nous avions proposé au début une exposition qui était de petite taille, que nous allions prêter comme ça de petit musée en petit musée, mais c'est vrai que nous ne pensions pas l'exposer ici dans un univers aussi prestigieux que l'UNESCO. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, nous avons fait des moulages de stèles, mais aussi des moulages d'objets. Ces premiers nomades qui ont vécu autour de 1300 avant Jésus-Christ, eh bien, nous avions très peu d'informations sur eux, et puis petit à petit, chaque année, eh bien, nous reconstituons le pulse de leur société, de leur façon de se comporter, de se déplacer dans l'espace, et bien entendu que tous ces éléments, y compris les éléments qui ornaient leurs habits, leur vie quotidienne, eh bien tous ces éléments viennent à enrichir en quelque sorte la connaissance de ces premières tribus nomades de Haute-Asie. La coopération culturelle entre Monaco et la Mongolie s'est donc révélée fructueuse, mais au-delà de la mise au jour de toutes ces pièces, il s'agit aussi d'assurer la protection de cet héritage et de lutter contre le trafic illicite de ces biens culturels. Lorsque le prince souverain a fait un voyage en Mongolie en 2008, il a signé un accord cadre dans le domaine culturel entre nos deux pays. Et donc, c'était en 2008. En 2009,
nous avons signé un accord avec les démarches de l'UNESCO dans ce sens, et notamment pour la formation des personnels gouvernementaux dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Voilà pourquoi cette exposition aujourd'hui a du sens, d'autant que en 2011, l'accord avec l'UNESCO a été renouvelé et je dirais enrichi aussi d'une partie un peu pédagogique et surtout de prise de conscience des personnels en général et des populations et du public sur la richesse du patrimoine et surtout l'importance de le préserver. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, organise régulièrement ce type d'événement. Cela répond à ses missions et sa directrice générale s'est félicitée qu'une vocation pédagogique soit donnée à cette exposition itinérante que de nombreux scolaires ont pu découvrir par le passé. On ne connaît pas tellement bien l'histoire des peuples des steppes. Et en plus, on considère que là, des civilisations anciennes n'existaient pas. Et c'était vraiment une découverte de voir qu'il y avait des liens entre les cultures de ces peuples-là, les populations, les steppes, la Sibérie. Je crois que c'est la curiosité des anthropologues monégasques et aussi, je dirais, la volonté de Monaco et aussi de Son Altesse Sérénissime pour soutenir tout ce qui est important pour le dialogue entre les cultures, de soutenir les civilisations lointaines. C'est exprimé ici de cette coopération entre la Mongolie et le Monaco. Après 7 missions en Mongolie et 2 en Sibérie, dès l'été prochain, les équipes internationales de paléontologues partis de Monaco reprendront le chemin de l'Arkhangaï pour poursuivre ce travail d'investigation destiné à permettre une meilleure connaissance de ces premiers nomades de Haute-Asie. Et une autre exposition qui va faire parler d'elle cet été, Requin, l'Expo Sensation ouvrira ses portes le 8 juin prochain. Le musée se prépare d'ores et déjà à l'événement. Une conférence de presse était organisée et Christine Datomel y assistait. Les squales envahissent le musée océanographique. Requin, l'Expo Sensation, une grande exposition qui s'apprête à faire fureur cet été. Dès le 8 juin, date de la Journée mondiale des océans, les visiteurs pénétreront dans un nouvel univers, un monde consacré aux seigneurs des mers. Pourquoi les requins? Bon, parce que je crois que ça a toujours attiré, intrigué, voire surtout effrayé les personnes, mais aussi parce que depuis plusieurs années, et notamment grâce à la Monaco Blue Initiative avec la Fondation Prince Albert II, nous nous rendons compte que les requins sont extrêmement importants au bon équilibre des océans. Or, ces requins, depuis maintenant à peu près 20 à 30 années, ils sont menacés par l'homme, par les pollutions, mais aussi par la surpêche. Plus de 100 millions de requins par an sont pêchés et les populations de requins ont diminué de près de 90%. Donc le requin, aujourd'hui, ne peut plus assumer son rôle de tête de pont des chaînes trophiques des océans, de régulateur, et c'est très dangereux. Une exposition qui permettra au public de découvrir la vraie nature des requins et surtout de dépasser ses préjugés. Nous allons proposer à nos visiteurs de nous immerger dans la grande salle d'exposition où nous irons des immenses projections. Donc on va se retrouver au milieu des requins, mais on pourra également toucher, en tout cas ceux qui oseront et qui voudront le faire, pourront relever les manches et puis plonger délicatement leurs mains dans un bassin qui réunira 3 espèces de requins différentes, pas vraiment dangereuses, je rassure les personnes, et qui permettront aux gens de caresser les flancs des requins. Et nous espérons que par cette expérience extrêmement émotive, les personnes pourront progressivement se souvenir et faire changer la perception qu'ils ont des requins. À 2 mois de l'ouverture au public, la transformation du musée est lancée. Les équipes s'activent en coulisses et les requins font déjà leur entrée. Le spectateur plongera alors dans une véritable aventure sensorielle, emplie de surprises et de temps forts.
Et on reste dans le domaine des requins avec l'Institut océanographique de Paris qui poursuit son cycle de conférences. Mercredi dernier, François Sarano a dialogué autour du thème des requins. Ce scientifique a notamment présenté ses différentes plongées avec ses grands prédateurs. Reportage. Quand vous avez nagé avec un requin, vous ne pouvez que devenir son porte-parole. Le ton est donné, François Sarano démarre sa conférence avec une telle conviction que le public reste sans voix. Tout commence pour lui dans les années 80, il débute sa carrière avec les plus grands, tels que le commandant Cousteau. Il devient alors chef de mission sur la Calypso. Ce docteur en océanologie n'a qu'un but, protéger le milieu marin et partager équitablement ses ressources. Impossible pour lui d'étudier le comportement d'un requin derrière des barreaux. Il décide donc avec son équipe de plonger sans protection. Et à sa grande surprise, cette rencontre, ou plutôt cet échange, deviendra le début d'un combat sans relâche. Ce plongeur scientifique explique l'importance de se débarrasser des préjugés et surtout de casser cette image tant médiatisée de mangeur d'hommes. C'est surtout important de savoir pourquoi il faut qu'on préserve les requins. Non seulement il faut évidemment changer cette image, mais après, lorsqu'on a changé cette image, en quoi les requins sont-ils une richesse? Qu'est-ce qu'ils représentent? Les requins, c'est le symbole de cette nature sauvage qu'on a autour de nous. Et cette nature sauvage nous est indispensable. Mais comment faire pour que les gens comprennent qu'il faut préserver l'ensemble des écosystèmes de cette nature sauvage imprévisible, indomptée? Je ne sais pas faire. Par contre, si nous arrivons, en changeant l'image du requin blanc, qui est le symbole de cette indomptabilité, de celui en définitive que l'on ne veut pas garder, c'est facile d'éliminer celui qu'on n'aime pas. Si on arrive au contraire à faire comprendre, parce qu'on change son image, qu'il nous est nécessaire, alors, pour le préserver, il va falloir qu'on préserve tout l'écosystème, toute la nature sauvage. Le requin blanc, c'est une espèce rempart. Voilà pourquoi il nous est indispensable, écologiquement parlant, biologiquement parlant, mais aussi philosophiquement parlant. Si j'arrive à faire que soudain, chacun se dise « oui », celui que je n'aime pas, celui que je voudrais éliminer, ce requin blanc, eh bien je l'accepte. Si je sais accepter le requin blanc, alors je saurai accepter la différence. Et ce sera valable pour nous. Si je sais accepter tous ces animaux dont on n'a pas envie, je ferai de même avec les autres. Je saurai accepter chacun avec toutes ces différences. Voilà pourquoi le requin blanc nous est indispensable. L'océan est l'un des derniers territoires sauvages et le dernier endroit où l'on peut approcher des animaux géants comme le requin blanc. C'est pourquoi les plongées de François Sarano restent toujours très respectueuses. Il n'essaye jamais de toucher l'animal, il ne fait ni même aucune tentative d'effleurement. Non, rien de tout cela, c'est justement pourquoi le requin tolère à chaque fois sa présence dans les fonds marins. De belles rencontres que justement ce scientifique s'est parfaitement provoqué. C'était ce que nous souhaitions faire, la rencontre, épaule contre nageoire, œil dans œil. Eh bien, il a fallu l'attirer. On l'a tiré avec du jus de poisson. On ne les nourrit pas. On ne les nourrit pas pour éviter qu'il y ait une habitude, mais on les attire avec de l'odeur très forte. Et à ce moment-là, le requin, s'il se sent très très sûr de lui, alors il y a ce moment magique où il vous tolère, il vous entraîne avec lui. C'est un moment de bonheur, de sérénité, de paix incroyable. L'Institut océanographique souhaite vraiment faire passer un message au travers de ce grand thème cette année et l'on constate une prise de conscience grandissante auprès du grand public. C'est notre but, la prise de conscience. Il y a aujourd'hui donc une conférence à la Maison des Océans par le célèbre François Sarano, l'ami des requins ou l'ami des requins blancs. Il faut savoir que c'est dans le cadre d'un cycle de conférences dont la thématique cette année est dédiée aux requins. Mais cela vient dans un vaste programme de sensibilisation justement pour la cause des requins qui, contrairement à ce qu'on croit, de menaçants sont en fait aujourd'hui menacés. La prochaine conférence aura lieu le 12 juin à l'Institut océanographique de Paris avec l'océanographe biologiste Bernard Serré. Le Printemps des Arts 2013 s'est achevé ce week-end comme il a commencé avec les sonates et trios de Beethoven. 3 musiciens ont joué sans mise en scène et avec la simple authenticité classique, le récit de José Sacré.
Teddy Papavrani, violon, Xavier Phillips, violoncelle, François-Frédéric Guy, piano, 3 artistes exceptionnels que nous avions rencontrés le 15 mars dernier, quelques minutes avant le premier concert du Printemps des Arts 2013. Ils allaient ensemble proposer en 9 concerts les 29 sonates et trios de Beethoven. Une aventure magnifique qu'ils avaient comparée à une croisière musicale, une sorte de voyage au long cours. Là, on se rend compte quelques minutes après le tout dernier concert. Alors, cette croisière, pas d'iceberg, sincèrement, peut-être quelques récifs. Quand même, quelques récifs, quelques grosses vagues, des calmes plats aussi, et puis beaucoup et quand même de très beaux paysages et de très bonnes sensations, partage d'amitié, partage de musique, avec le public, entre nous aussi, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est cette cohésion, cette amitié, ce respect, puis du coup, qui produit la musique de Beethoven. C'est ça que vous retenez de cette aventure ? Eh bien, je pense qu'on n'est pas tout à fait les mêmes. Après, qu'au début, effectivement, après ce grand parcours, il y a mille choses qui nous imprègnent. Et puis, effectivement, comme François-Frédéric le disait, le rapport entre nous se retrouve renforcé. Effectivement, je l'ai senti ce soir particulièrement. Personnellement très satisfait, très content non pas de moi-même, mais d'avoir eu la possibilité de, oui heureusement tu l'as dit, d'avoir eu la possibilité de participer à cette intégrale, parce que on s'arrête finalement sur des pages de Beethoven qu'on pensait plus faibles que les grands trios, et puis finalement on en ressort émerveillé parce qu'on voit l'embryon, on voit déjà l'apparition du génie dans les pages du très jeune Beethoven. Et il y a beaucoup d'émotions justement, et on le retrouve partout finalement, et puis on s'amuse du fait de voir qu'il a probablement inspiré beaucoup de compositeurs après lui. Si ce projet est possible, c'est aussi grâce à la démesure et aussi à la folie du directeur du Printemps des Arts du festival, Marc Monet, qui m'avait fait confiance il y a 5 ans pour faire les 32 sonates sur la durée du festival. C'était un pari complètement fou qu'on avait relevé, et puis c'est un peu ce deuxième acte du Beethoven Project avec toute la musique de chambre, et c'est vrai qu'il faut la démesure de Marc Monet pour que nous aussi on apporte notre démesure, arriver avec ces piles de partitions et puis proposer l'intégralité au public. Ce Printemps des Arts 2013 a été un très bon cru, un vrai succès, dû sans doute à l'éclectisme de la programmation de ce festival. Je suis prudent quand on emploie le mot éclectisme, parce que l'éclectisme pourrait dire un peu fourre-tout. Pour moi, il y a une ligne très importante qui est celle de essayer, je dirais, je vais essayer d'être concis, parce que c'est pas simple, c'est une idée importante. C'est-à-dire de faire éclater certains a priori, et particulièrement du public, c'est-à-dire que nous travaillons pour le public. Et ces a priori, c'est souvent le renoncement à la curiosité, le renoncement à quelque chose qui serait neuf. Et Beethoven peut être très neuf, aussi neuf qu'une œuvre contemporaine, mais il y a aussi la musique contemporaine, il y a aussi le Cambodge, il y a aussi toutes ces musiques. C'est un travail d'ouverture des oreilles, je dirais. Bien entendu, des oreilles pas seulement, mais de l'esprit aussi. La satisfaction, c'est d'abord une forte augmentation du public en nombre, et aussi pour des choses inattendues, comme par exemple le ballet du Cambodge, qui est quand même pas quelque chose de facile, comme on dirait, et qui a fait complet pour les 2 soirées, plus le concert. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant, et aussi, bien sûr, l'opération africaine, et puis les Beethoven, et puis beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas citer tout le festival, voilà. Avant de refermer cette édition, comme toujours, passons aux prévisions météo des prochains jours. Mardi, une journée très agréable nous attend avec des températures qui iront de 13 à 19 degrés. Mercredi, le soleil est toujours au rendez-vous avec un mercure en hausse. Jeudi, petite dégradation du temps avec quelques nuages et des températures allant de 15 à 20 degrés. Et enfin, vendredi, ciel nuageux avec une maximale de 18 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.